Merci. Bonjour. La semaine dernière, on était ici pour discuter des réductions budgétaires importantes qui vont tomber sur à peu près 500 ressources intermédiaires qui hébergent des personnes en déficience intellectuelle, déficience physique à partir du 15 février prochain. Aujourd'hui, je verse d'autres pièces au dossier qui vont au-delà de ça. Je vais vous expliquer comment le ministère de la Santé et des Services sociaux, pour des raisons de compression budgétaire, trouve toutes sortes de façons de réduire les budgets. Les pièces au dossier qu'on montre aujourd'hui, c'est une note de service d'une région qui explique comment, en catastrophe, ils doivent trouver 2 millions de dollars dans leur service pour la déficience intellectuelle en quelques mois. La transcription d'une conversation où un directeur régional explique que lui, il a un budget, puis si les gens sont davantage malades, bien, il va être obligé de couper des places parce qu'il ne peut pas dépasser son budget. Une lettre qui est envoyée à une résidence pour dire, mais écoutez, on vous enlève une place pour des raisons strictement économiques. Et finalement, je vais vous montrer comment les évaluateurs du ministère ont trouvé en un seul jour que tous les usagers d'une résidence étaient devenus en bien meilleure santé, miraculeusement, en une journée, et ce qui faisait qu'ils allaient réduire d'un tiers la rémunération de la résidence. Alors, on voit comment, et les gens à qui on parle dans le réseau des ressources intermédiaires nous disent que leurs intervenants, les gens des centres intégrés de santé et de services sociaux, sont complètement obnubilés par les compressions, ne parlent que des compressions, ne cherchent que des façons de réduire les budgets, de réduire les places, de réduire la classification, c'est-à-dire l'évaluation de la gravité de la santé des usagers. Alors, je vous ai remis ces documents. On va les passer un par un, puis ensuite, je répondrai à vos questions. Mais je commence par me poser la question, mais quel est le droit des usagers au Québec? Mais la loi sur la santé et les services sociaux dit clairement, dans son article 5, « Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et de services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifiques, humains et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire. » Donc, c'est le droit de chaque usager dans le système de santé. La note de service du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, datée du 29 juillet 2015, dit « À la demande du sous-ministre Michel Fontaine, le CIS des Laurentides doit déposer un plan d'équilibre budgétaire le 14 août prochain. La date de la note, c'est le 29 juillet. Donc, en quelques jours, en catastrophe, ils doivent trouver un certain nombre de sous. La direction du programme de la déficience intellectuelle, des troubles du spectre de l'autisme et de la déficience physique, pour elle, la cible est de 2,4 millions de dollars. Il s'agit d'un peu plus de 2 de notre budget. La réduction du nombre de postes d'encadrement n'est pas inclus dans cette cible. Ce n'est en aucun cas des coupures administratives. Ils disent ces efforts sont déjà comptabilisés ailleurs, dans une autre cible. Donc, c'est clairement au-delà de réformes administratives et d'économies administratives. Et le responsable dit « La situation est urgente et les efforts supplémentaires demandés sont considérable. » Ensuite, il dit pourquoi? Il dit malgré le caractère contraignant de ce plan d'équilibre, il constitue une étape essentielle dans l'utilisation optimale de nos ressources afin d'offrir des services de qualité à la clientèle, c'est bien qu'ils le disent, tout en permettant au CIS de gagner en crédibilité, ce qui nous sera utile pour les demandes à venir auprès du ministère pour soutenir la région et notre CIS. Et là, ils expliquent que ils ont comparé combien ça coûtait dans les Laurentides et dans d'autres régions. Puis dans les Laurentides, ça coûte trop cher. Et donc, il faut réduire les coûts. Ils ne disent pas, on a des patients qui sont en plus grande difficulté, on a des cas plus lourds, on a des raisons. Non. Ils disent, le ministère nous a comparé à d'autres régions. Nous, dans notre région, ça coûte trop cher. Donc, si on veut bien paraître auprès du ministère pour les budgets de l'an prochain, il faut faire ces compressions-là. On voit que la seule logique à l'œuvre ici, c'est une logique budgétaire. Alors évidemment, dans cette note de service, ils prennent la peine de dire que c'est important de maintenir la qualité des services. Mais puisqu'ils ont dit qu'en aucun cas, il ne fallait comptabiliser les économies administratives, c'est donc dans les services que ça doit se faire. Alors sur le terrain, comment ça se concrétise? Bien là, j'ai la transcription d'une conversation entre des propriétaires de ressources intermédiaires et un directeur régional de santé mentale. J'ai entendu l'enregistrement. Si je vous disais le nom des personnes, les personnes en ressources intermédiaires disent qu'ils seraient l'objet de
de mesures de rétorsion. Parce qu'il faut dire, là, je leur parle tous les jours, ils sont à la merci de leur direction pour garder leurs usagers, avoir de nouveaux usagers. Lorsqu'ils ne sont pas contents, le processus arbitral est très, très long. Ça peut durer des années. Pendant ce temps-là, ils n'ont pas de revenus. Donc, c'est vraiment, il y a une omerta. Les gens me donnent ça sous le couvert de l'anonymat. Et cette conversation, elle dit ceci, et puis j'en veux pas au directeur de la santé régionale, hein. Il dit, moi, j'ai un budget. On est très, très interpellé, je dirais, au quotidien par ça. C'est la réalité budgétaire, notre réalité budgétaire. On a eu depuis 4 ans au C3S des compressions de 4 millions. On en attend encore. Le 1er avril, c'est clair, on s'attend encore à des compressions. Il dit, donc, en termes, moi, j'ai un budget pour les ressources. Je dois respecter ce budget-là. C'est clair que je ne peux pas le dépasser. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, ça peut arriver de façon ponctuelle que des clients ont plus de besoins, puis que ça coûte plus cher sur une période, mais éventuellement, il faut que ça finisse par s'équilibrer. On ne peut pas, les clients ne peuvent pas toujours être à la hausse, parce que là, je vais défoncer mon budget. Et là, la ressource intermédiaire demande, c'est quoi les mesures que vous allez prendre? Ben, il dit, ça va être de fermer des places. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'arrive dans le budget. Alors, en aucun cas, c'est fondé sur les besoins, c'est fondé sur le budget. Et encore là, comment ça se concrétise? Bien, on a une lettre ici de Sherbrooke, du Centre intégré universitaire de services sociaux de l'Estrie, à une ressource intermédiaire qui dit la présente constitue un avis officiel concernant la fermeture d'une place. C'est pour un motif économique que nous procédons à cette modification. C'est intéressant. Ils disent pas, on a regardé votre dossier, les besoins ont baissé, on préfère déplacer la personne, on préfère... Non, motif économique. Alors, la personne qui m'a donné ça me dit, c'est très, très rare qu'ils l'écrivent. Ils le disent. Ils en parlent constamment. Mais là, il y a quelqu'un qui a écrit la vérité dans une lettre. Ce qui est encore plus choquant, et on a plein de témoignages, c'est que la rémunération des ressources intermédiaires est fondée pas sur le nombre d'heures travaillées ou le nombre d'usagers, mais sur la sévérité de la condition physique ou intellectuelle de chacun des usagers. Alors donc, il faut mesurer cette sévérité. Et il y a une classification qui est faite. Et il y a un intervenant du ministère de la Santé qui vient faire chaque année la classification. Et là, depuis 2 ans en particulier, les classifications deviennent de plus en plus sévères, en ce sens que les intervenants trouvent que les gens sont de moins en moins malades. Et là, j'ai un beau cas d'une ressource intermédiaire qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 usagers. Et en mai 2015, tous les usagers, le même jour, sont devenus en bien meilleure santé. Alors, ils sont cotés là, de 1 à 6. Alors, il y en a un qui est passé de 4 à 3, de 6 à 3, de 5 à 4, de 5 à 1. Lui, il va beaucoup, beaucoup mieux, et un autre de 5 à 1. Ce qui fait que la rémunération de la ressource pour tous ces gens-là a baissé de 33 % le même jour. Alors là, on est en face d'une utilisation budgétaire pour des compressions d'un outil clinique. L'outil est censé nous donner la réalité de la sévérité des conditions. Et là, il est utilisé à des fins budgétaires. Et je demande aux ressources, je dis, est-ce que ça arrive que ça monte? Je dis non, ça ne monte pas, ça baisse tout le temps. Et des cas comme celui-là, où ils ont tous baissé d'une claque, ça arrive, on me dit, assez fréquemment. Donc, on est en face d'un gouvernement qui a décidé de faire des économies substantielles là où ça fait le plus mal, avec des gens qui sont, d'abord, les usagers, qui sont dans des conditions de très grande vulnérabilité, qui sont dans des ressources intermédiaires, qui sont leurs familles. Ce sont, dans la plupart des cas, des maisons. Ce sont leurs familles, ils sont chez eux. Et là, les gens qui s'occupent d'eux se font réduire leur rémunération considérablement et plusieurs poussés à la fermeture. On est en face d'un gouvernement qui a décidé de travestir un outil clinique à des fins budgétaires. C'est simplement inacceptable. La semaine dernière, on a demandé 2 choses. Qu'au 15 février, qui est la date de la réduction de la rémunération des 500 RI qui sont en danger, qu'il y ait un moratoire sur ces compressions-là, premièrement. Et deuxièmement, que le commissaire à la santé et au bien-être soit chargé de revoir le dossier. Parce que lui, il ne travaille pas pour le docteur Barrette,
Puis ils ne travaillent pas pour le Conseil du Trésor. Ils travaillent pour les Québécois. Ils travaillent pour ceux qui ont besoin de soins de santé, qui ont besoin de bien-être. Et ce que je dépose aujourd'hui est la preuve supplémentaire qu'on ne peut pas faire confiance au ministère de la Santé et des Services sociaux pour s'occuper adéquatement des besoins médicaux et de soins des handicapés du Québec. Ils n'ont plus aucune crédibilité. Le commissaire à la santé et au bien-être doit être celui qui fait une revue de la situation. Et je pense qu'il faut arrêter immédiatement les déclassifications à des fins budgétaires. Alors, je suis désolé d'arriver avec de mauvaises nouvelles comme ça aujourd'hui, mais ces gens-là, il faut que quelqu'un les défende. Parce que même s'ils sont, d'abord, les handicapés ne sont pas en situation de se défendre eux-mêmes la plupart du temps. Ils ont des associations qui font très bien leur travail. Les ressources intermédiaires, ils ont beau être syndiqués, ils sont tous très prudents parce qu'ils se disent, si je parle trop fort, je vais avoir des conséquences dans l'allocation des ressources. Et ils sentent bien que dans le réseau, la principale considération des gestionnaires, ce n'est pas le bien-être des usagers, c'est de rentrer dans les budgets qui sont imposés par le gouvernement Couillard. Merci. Est-ce qu'il y a des questions en français d'abord? J'aurais juste une précision par rapport au tableau, mais peut-être qu'on peut expliquer ça de façon plus approfondie après, mais je vais juste essayer, je suis pas sûr de comprendre le tableau avec la classification, le niveau de classe, puis vous comparez quoi avec quoi exactement? Alors, ce que vous avez ici en haut, c'est la classification en mai 2015, okay, pour les usagers, et en bas, c'est la classification en juin 2015. Et c'est les mêmes, Ce sont les mêmes usagers. C'est ceux qui étaient en situation difficile et qui, automatiquement, magiquement, grâce à la magie des compressions libérales, sont devenus en bien meilleure santé et coûtent beaucoup moins cher. Et les niveaux de classe, est-ce qu'on a l'évaluation? Ça équivaut à quoi? Je pourrais vous donner ça. Oui, ça existe. C'est sur le site du ministère. De façon plus large, je voulais vous demander, on parle des budgets, de l'utilisation d'un outil clinique à des fins budgétaires. Hier, M. Barrette parlait du financement à l'activité, va développer justement des nouveaux outils pour calculer, mettre en concurrence les établissements avec les autres, etc. On a une révision du panier de services qui est faite, en fait, une étude du panier de services qui est faite par le commissaire à la santé et au bien-être à qui vous demandez de l'aide, justement. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une espèce de pattern qui se dessine là, de façon plus large? Qu'il y a des outils cliniques qui définissent la gravité d'une situation d'un patient ou le coût d'une intervention ou combien ça devrait coûter, c'est une bonne chose. Et on manque d'outils cliniques et d'outils d'évaluation dans le système de santé québécois. Le danger, c'est d'utiliser ces outils-là à des fins autres que la santé des usagers. Alors, ces outils-là peuvent être dévoyés. Ils ne doivent pas être dévoyés. C'est pourquoi on a des garde-fous comme le commissaire à la santé, la protectrice du citoyen, le vérificateur général, qui sont là pour nous dire, bon, mais les outils sont correctement utilisés ou non. On n'est pas contre les outils. On est contre l'utilisation à des fins budgétaires d'un outil clinique. J'aimerais vous demander également sur c'est un autre sujet, là, mais puisque vous êtes là, l'entente avec la FNSQ, le devoir de dévoiler. Oui, j'ai lu ça. Je vais laisser ma collègue Diane Lamarre répondre là-dessus. D'accord. Merci. D'autres questions en français? Est-ce qu'il y a des questions en anglais? Est-ce que c'est possible de résumer en anglais? Okay. Last week, we were here to look at the defunding of 500 houses where people who have mental or physical illnesses are lodged. Today, I'm bringing forth elements that show that the Department of Health is on purpose. Okay, I'm start again. Today, we're showing elements that show that the Department of Health is using clinical instruments for cuts, basically. I have a table here that shows that in a single day, all the patients at one of these houses were deemed in much greater health than the day before by the Department of Health. And the consequence was to cut the funding by a third. It's simply impossible that all of the patients in a single place, in a single day, become all in much better health
if not for exactly that. We have notes that show that for purely economic reasons, places are closed in some of these houses, and the letter says this is for economic reasons. There's no other reasons. There's no health reason. There's no reorganization reason. There's a note as well in the Laurentians that says, well, beyond every administrative cuts, we have to cut more within a few months for intellectual deficiency, autism, and others. And this will be very tough, but we need to do it for budgetary purposes if we want to be looked upon favorably by the department. It says that in the note. And we have the transcript of a recording of a director of these services in a region that says, listen, I have a budget. I have had 4 years of cuts, and people can get sicker, but I need to be within my budget. There's no debate about that. So if people are sicker, then I'm going to have to cut down the number of spots. And he says that, and that's what happens. Just for a clarification, you're saying at one care center Yeah. in the Laurentians region, you received information, an internal memo that says they're forced to make cuts whether they like it or not, right? That's right. So we're talking about one center or like an entire region? Well, I have the service note is about the whole Laurentians, okay? The whole Laurentians region. The recording, I'm not saying which region it's from because I want to protect the source. The letter is from the Sherbrooke area, and for the economic reason that they have a cut. And I have this table for a resource. Again, I cannot say in what region to protect them. But I've had calls from the Gaspé, from the Laurentians, from Abitibi-Témiscamingue, from the North Shore. It's the same all over. So what's your message to the Liberal government, or what do you want to put the spotlight on? Well, first, the cuts that are arriving on February 15th, that would put in jeopardy 50 houses where they have people with deficiencies. These cuts must be lifted first. And second, the government has lost all credibility in assessing what are the budgetary needs of these people. Clearly, they are using a clinical tool for budgetary purposes in falsifying data on the health of the patients in order to pay less. So I'm calling on the Commissioner for Health to look at this issue and make recommendations because clearly the Liberal government is targeting the most worse off in society to try to make cuts, and this is just unacceptable. How many people do you think these cuts will affect? Well, there are 30,000 people in the whole network of these houses. 2,500 particularly are more difficult cases, and they are more at risk. Yeah. We're talking the entire province, In or it- just the Laurentians region? Entire province. And just the planned cuts are what amount? February 15th? So for the 500 houses that are targeted, it goes from 25 to 50% cuts in their budgets. There are already 8 to 10 that have closed in the last few weeks. We know many others are contemplating closing in the next few weeks or months. Basically, you're saying it's got to stop. You're asking the government to reverse their decision. Absolutely, to reverse course. Now they've been caught red-handed, cutting where they shouldn't be cutting, not respecting the rights of the patients. The patients have the right to good care, and now they've been caught red-handed, falsifying data to pay less. Thank you. Merci.